Là, je fais une pause parce que mes voisins sont en train de se disputer. Je sais pas si on la garde dans la vidéo, mais voilà, moi je suis dans le social aussi, je suis dans le conflit, dans la controverse. Je parle de vidéo d'un montage agonistique. Agonistique contre moi-même d'abord, contre la chaleur, donc on entre dans l'écologie, le vivant, le non-vivant, contre le monde finalement, contre le monde. Bonjour à toutes et à tous, pour changer cette vidéo je la fais debout avec les lumières allumées. Elle fait suite à la vidéo sur l'enquête de Steven Epstein sur les malades du sida aux États-Unis, qui était, si vous en souvenez, paru en 1996. Et aujourd'hui, on va traiter de deux ouvrages des sociologues Jeannine Barbeau et Nicolas Daudier, qui vont être l'objet de cette vidéo, et qui ont été publiés respectivement en 2002 et en 2003, et il s'agit d'enquêtes menées en France sur une soixantaine de personnes séropositives, avec des observations ethnographiques, des études de la presse et d'une trentaine d'entretiens auprès de spécialistes du sida, menés par Barbeau, Daudier et Linda Lalva, Laurindo da Silva. Alors, on a parlé de l'activisme thérapeutique, et l'objectif est de mettre en évidence sur un terrain français cet activisme thérapeutique, c'est-à-dire un activisme pour des personnes atteintes d'une pathologie particulière qui agissent via leur collectif sur les différentes étapes du développement des médicaments, selon la définition donnée par Barbeau. Selon Barbeau, toujours, si Steven Epstein a été plus loin que par des chercheurs en pointant autour de cas précis des discussions autour du design d'un essai thérapeutique, par exemple, l'existence de prises de position divergentes parmi les activistes, il n'y a jamais véritablement défini en quoi ces prises de position s'ancraient dans des formes d'engagement associatif différentes. Alors ces travaux marquent un tournant dans la sociologie car on va plus considérer les mouvements de malades sous l'angle de la sociologie traditionnelle de la médecine, mais sur celui de la sociologie des mouvements sociaux. L'enjeu de cette enquête, c'est donc de montrer la pluralité des associations de patients, parce que je vous rappelle qu'on fait une étude pour contribuer à notre compréhension des mouvements sociaux, mais aussi de remettre en cause des thèses qui font par exemple de l'attitude compassionnelle un fait propre à la médecine et aux médecins, et celles qui font comme si l'expertise est une propriété essentielle et non une chose toujours en négociation. Donc, on va traiter dans cette vidéo d'abord des associations et des figures de malades qu'elles introduisent sur la scène publique, et ensuite, on évoquera comment chaque position a été redéfinie, celle du médecin, celle du patient, des activistes, leur rôle et la valeur de la santé comme bien collectif. Donc, en gros, on va d'abord parler de l'enquête de Jeannine Barbeau surtout, puis celle de Nicolas Daudier. Alors, avant toute chose, il faut dire que ces deux chercheurs s'inscrivent dans ce qu'on appelle la sociologie pragmatique. Alors, on aura l'occasion de discuter cette école de sociologie dans d'autres vidéos. Ici, Daudier met l'emphase sur le travail politique des acteurs pour établir des pouvoirs ou critiquer leur légitimité. Ce travail politique signifie que les institutions sont en permanence réorganisées lors de controverses. Ces sociologues, donc Daudier et Barbeau, parlent ainsi d'épreuves, c'est-à-dire qu'une entité, une institution, un instrument, une médication, une procédure, va passer par un ensemble d'épisodes marquants au sein d'arènes composées d'un certain nombre d'acteurs, et à la fin d'un cycle, les instances médicales, dans notre cas, sont réorganisées et certaines ont plus de crédibilité. Daudier parle ici de génération, c'est-à-dire qu'il va définir les groupes d'acteurs selon le moment où ils ont été formés lors des mêmes épisodes. C'est donc une démarche qui est plutôt tournée vers les idées et moins vers les dispositions, comme la sociologie bourdieusienne, ou les ressources mobilisées, comme les approches canoniques des mouvements sociaux. Les acteurs ici sont définis par rapport à leur participation aux controverses. Alors bien sûr, Barbeau n'est pas la seule autrice à proposer une typologie des associations de patients. À la même période, donc au début des années 2000, Phil Brown et Steven Zipovetsky proposent de les distinguer selon si elles s'appuient sur un groupe social, une maladie incorporée, ou si elles visent l'accès aux soins. Une autre typologie est proposée par Vololona Rabea-Rissoa et Michel Callon, qui différencie les organisations orientées vers le soutien aux malades de celles qui financent la recherche, voire qui financent massivement la recherche, puisqu'il parle de l'association contre les myopathies. Barbeau montre sa typologie à partir de 5 associations françaises, ACT UP Paris, AIDE, Arca-Sida, Action Traitement et Positif. C'est une nouvelle génération, là où l'association contre la myopathie finance de manière consensuelle la recherche, à l'image de l'unanimisme du Téléthon, ce qui caractérise les associations contre le sida, c'est leur pluralisme, les manifestations de désaccord et l'emphase sur le sort des malades. Le premier découpage que propose Barbeau, c'est dans les relations entre associations et experts. Elle parle d'une transition historique entre les grandes ligues philanthropiques, qui visaient la tuberculose, l'alcoolisme, la syphilis,
généralement dirigée par les classes supérieures, moralisatrice et accordant beaucoup de place aux experts, vers ce qu'elle va appeler un modèle du droit des malades, notamment dans le cas des maladies chroniques, voire un engagement sur le terrain de la recherche, on l'a vu avec le cas de Steven Epstein, c'est-à-dire l'activisme thérapeutique. Les deux premières associations, donc AID, fondée par Defer, Edelman et Mettetal, et Arca-Sida, notamment par Vidcock et Arrui, sont concentrées sur la médiation avec la recherche. AID vise surtout la lutte contre le stigmate, et Arca-Sida, donc issu d'une rupture avec AID en 1987 sur la question du bénévolat, est tourné vers le décloisonnement du monde de la recherche et de celui des malades. C'est tout d'un coup un espace de libération extraordinaire. Je découvre, en fait, je respire. C'est peut-être la première fois de ma vie où tout d'un coup je respire et où la liberté est là. Peu à peu, l'association devient ainsi le lieu d'un nouveau type de sociabilité. C'est d'ailleurs là que Gilles et Francis vont se rencontrer et tomber amoureux. Mais plus largement, les militants de AID inventent ensemble une nouvelle façon de s'engager. Se développe en parallèle une autre forme de mobilisation centrée sur l'auto-organisation des malades, notamment avec ACT UP 1989, on peut penser à Didier Lestrade, au journal Guépier, et qui bien sûr vient du modèle américain, Positif et Action Traitement. ACT UP opère par coup de force médiatique et la dénonciation des institutions. Positif s'éloigne du milieu gay et sa scission de 1991, Action Traitement, donc notamment on peut penser à Marc Régnard et Xavier Récoquet, inclut des non-séropositifs. On peut dire que ACT UP développe une lecture politique de la crise. Oui, c'est Kouz Velay, président d'ACT UP Paris. Très bien, je voulais vous prévenir, puisque c'est le 1er décembre, on est en train d'encapoter l'obélisque, et on souhaite que la capote qui sera sur l'obélisque reste... Place de la Concorde. On est place de la Concorde. Quand les deux autres associations sont davantage tournées vers ce qu'on appelle les personnes ordinaires. Bon, en gros, on va être moins orienté sur le milieu gay, en fait. Le nœud de ces mobilisations, c'est la transformation de l'espace public. Arca vise la sensibilisation des journalistes au dérapage, AID se concentre sur la non-stigmatisation, donc à prendre la confidentialité du statut sérologique, si on a ou pas le VIH. A contrario, ACT UP est dans une stratégie de déstigmatisation, de fierté gay, et voire de looting public, c'est-à-dire qu'ils vont même viser des figures publiques pour, au choix, s'en faire des alliés ou dénoncer l'hypocrisie. Dès 1985, certaines associations comme Arca s'engagent dans une collecte de fonds et appellent les pouvoirs publics à accroître les crédits consacrés au sida. Si Arca favorise la pédagogie et republie l'information des revues scientifiques, on peut penser au journal Sida 89 et Journal du Sida du coup, ACT UP s'isole des médecins, avec l'idée de looting, et se concentre sur ce qu'on va appeler l'exigence de transparence. Toutefois, ça n'a pas empêché une certaine convergence. En fait, il y a eu un ensemble de rencontres informelles qui a mené à la création du collectif interassociatif TRT5, donc un front commun, qui va se présenter comme le partenaire responsable de la décision publique. Selon Barbeau, TRT5 a réussi à subvertir la relation pédagogique que les acteurs mainstream voulaient instaurer dans le développement du médicament. Pour utiliser un terme de la sociologie pragmatique, la tourienne, TRT5 devient un point de passage obligé de la validation des procédures cliniques, c'est-à-dire qu'il faut toujours les consulter, et on va particulièrement intervenir sur la traduction des protocoles. On va demander des termes plus simples pour le patient, par exemple on va utiliser le terme charge virale plutôt que ARN plasmatique, nombre de tubes plutôt que prélèvement en millimètres. Au début, je vous la montre quand même. C'était mon petit virus, quoi. Et comme puis, un petit chien. Comme un petit chien, voilà. C'était ma petite bestiole. Et ça, c'est la carte postale que j'ai depuis le début, que je transporte de boîte de médicaments en boîte de médicaments. Et donc, au début, je notais les prises. Au début, il y avait quand même 8h, 12h, 16h, 20h30, 24h quand même. Cela ne va pas aller sans dissension. Lors des essais sur le sacunavirus en 1994, la NRS, donc l'Agence d'État de recherche sur le sida, soumet des essais longs sans prévoir disposition pour la sortie prématurée en cas de problème ou d'impasse avec les malades, et la concertation échoue, et la NRS en reste à une science comme corpus de règles incontournables. Si vous avez suivi la vidéo sur Epstein, vous trouverez ça encore plus drôle parce que ces règles, en fait, là on parle bien de protocoles assez administratifs et décidés avec des fonctionnaires d'autorisation de mise sur le marché en fait. L'association Positif, qui milite pour la mise à l'essai de la THA, va sortir du collectif, considérée comme dangereuse par AID et comme expérimentatrice par
ACT UP. En fait, ils ne reconnaissent pas l'autorité de la NRS comme interlocuteur légitime et soutiennent des médecines alternatives. Et ça, cette rupture, ça va être un moment d'acceptabilité pour l'interassociatif, TRT5, et la NRS, de son côté, va considérer qu'ils ont obtenu le départ des associations les plus délirantes. En fait, d'autres points de contention qui portent sur la distribution des molécules dans une situation de rareté vont apparaître. Faut-il par exemple affecter un quota national à chaque centre selon la file active ou recourir à un tirage au sort? ACT UP et Action Traitement refusent de se prononcer. ARCA critique le tirage au sort. On peut aussi penser à quels critères d'inclusion aux autorisations temporaires d'utilisation proposées, donc c'est les autorisations avant la fin des essais cliniques. Action Traitement refuse de mettre des critères quand ACT UP souligne que si l'accès compassionnel au médicament se base sur un seuil CD4 trop haut, le médicament va être diffusé trop extensivement, alors qu'il faut prioriser les patients en situation d'impasse thérapeutique. Au début, la répartition elle se fait aléatoirement, et puis elle va revenir à des critères biologique, même si vous savez à ce moment-là que c'est des critères plutôt arbitraires qui sont décidés de manière d'abord administrative. Ces événements, ils s'inscrivent aussi dans la mise en œuvre de la loi Hurier-Seruskla de 1988 qui fixe un cadre juridique pour l'autorisation de molécules avant la mise sur le marché. À partir de 1993 est même prévu un stock tampon de molécules. Toutefois, face aux rigidités administratives, les associations se rendent en colloques scientifiques, par exemple, pour forcer la procédure compassionnelle. Par exemple, lors de la conférence sur les rétrovirus de Washington en 1994, pour inciter à la diffusion du ganciclovir, oral en France. Bon, en fait là je vous ai donné l'exemple le plus consensuel parce que ACT UP ils vont plutôt faire des apps, ils vont par exemple jeter du sang sur des laboratoires ou des industries pharmaceutiques pour pousser à la mise sur le marché en France des médicaments. Bon, et à quel titre les associations défendent-elles le droit des malades? Au nom du droit des petits comme AID ou au nom d'un patient fort comme ACT UP? En fait, les associations, elles vont présenter, et ça c'est important d'un point de vue de sociologie pragmatique, une variété de figures du patient, on va dire de nouveaux rôles dans l'espace public. ARCA ne porte pas explicitement un modèle de patient, mais vise, par ses interventions, à façonner un malade gestionnaire de sa maladie. ACT UP s'inscrit, donc on l'a dit, dans la logique de l'empowerment, le malade émancipé par le collectif. Chez Action Traitement, c'est un malade consommateur de pointe qui prend de l'avance en usant de la presse scientifique. Et enfin chez Positif, on l'a vu aussi, c'est un malade expérimentateur qui défie la médecine officielle et soutient les médecines alternatives. Alors dans un premier temps, les pratiques de prévention, donc coït interrompu, usage du préservatif, réduction du nombre de partenaires, ils s'inscrivent dans les mouvements des années 1970, c'est même des interventions. Daniel Deffer, lui, il considère que on peut parler de véritable révolution sexuelle. Toutefois, avec les premiers traitements, et on l'a vu avec l'enquête de Steven Epstein, une figure nouvelle va apparaître, on va passer de l'homosexuel gérant les risques à celle du malade prêt à tout pour les médicaments. L'enquête publiée par Janine Barbeau interroge des patients ordinaires, donc non engagés dans les associations, sur leur rapport à la science, aux médecins et aux associations. On alterne entre trois modèles, le recours en extériorité, donc il s'agit de patients qui se mettent à distance d'institutions qui perçoivent comme opaques, qui vont dramatiser leur désaccord avec les décisions médicales, notamment de leur médecin généraliste, l'intégration quand le patient a une part active et cherche à acquérir des savoirs spécialisés face à des instances médicales qu'il perçoit comme disposant d'un savoir homogène, et l'agencement quand le patient il chemine au milieu d'une variété d'opinions, ou alors le médecin n'est plus qu'une instance parmi les autres, associations, amis, familles. Et alors dans ce dernier cas, plus rare, le patient se sent habilité à négocier avec le médecin, voire autorisé à tenter les trithérapies dans la mesure où ACT UP ou Action Traitement prennent leur mise à disposition. Bon, on remarque qu'en fait la plupart des malades perçoivent les associations de façon la plupart du temps lointaine, au pire illégitime, au mieux tout juste apte à donner des conseils. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport à l'opacité se retrouve généralement chez les patients avec un niveau scolaire inférieur, un emploi de basse qualification, souvent des femmes craignant la stigmatisation. Au contraire, les patients contaminés après 1992 sont davantage dans des rapports d'intégration d'extériorité, à mesure que les catégories socio-professionnelles défavorisées sont plus concernées. Et après 95, c'est plutôt l'intégration, parce qu'en fait on va avoir des multithérapies qui se diffusent. Dans tous les cas, la nouveauté c'est que les patients sont exposés de manière exceptionnellement forte à des informations qu'on peut dire proprement médicales, mais qui aussi viennent de la sphère publique. Noyé par tous ces médicaments qui arrivaient de partout. Et donc ça a été une descente
particulièrement éprouvante, parce qu'on se demandait que À ça part- n'avait pas de fin, quoi. Alors du côté des professionnels, on relève 3 générations. Les médecins de l'alerte, donc les premiers spécialistes reconnus du sida, les médecins du sida, hématologistes, immunologistes, qui sont bien placés dans les institutions, et les grands noms de la tradition clinique qui arrivent a posteriori. On peut aussi les positionner dans leur rapport aux institutions. Alors les générations affiliées à la NRS voient l'avant-ANRS comme la préhistoire des essais cliniques. Pour ces néocliniciens, et là c'est assez nouveau par rapport à la tradition médicale, l'État doit garantir l'orthodoxie en intervenant. A contraire, on a les indépendants, donc les premiers à rencontrer des patients atteints du sida, qui montent des essais multicentriques et coopèrent avec plusieurs instances. Et enfin, on a les opposants, comme Jacques Leibovitch ou Jean-Marie Andrieux, qui sont critiques du système des agences et des méthodologistes et du capitalisme biomédical, et qui, eux, ne voient dans les associations qu'un appui au financement de leurs recherches de préférence. Bon, dans tous ces discours, on retrouve une division des rôles nette entre profanes et experts, et associations et spécialistes, ce qui n'est pas étonnant de la part de professionnels de santé. On remarque aussi des traditions d'essais cliniques selon la localisation et la formation, dans les services hospitaliers parisiens ou en province, autour des maladies infectieuses. De façon générale, et ça par contre c'est plus marquant, on observe un déclin du modèle héroïque du médecin solitaire. Bon, ça nous amène aux thèses de Nicolas Daudier, qui montrent comment les controverses ont redéfini la forme politique dominante de la médecine. C'est ce qu'il appelle une modernité thérapeutique d'État, donnant un rôle raisonné aux associations, craignant les dérapages et les aventures individuelles, composant avec le capitalisme pharmaceutique. Selon Nicolas Daudier, l'histoire politique du sida se découpe en 3 moments. Donc, l'érosion de la tradition clinique et de l'autonomie du médecin pionnier, le désenclavement des essais avec les associations, et enfin, l'imposition de procédures au capitalisme pharmaceutique, donc les laboratoires privés. L'hypothèse centrale, c'est que ce mouvement dépend particulièrement de l'adhésion collective à une option moderne libérale et au consensus progressivement façonné autour des instances de la modernité thérapeutique, donc les essais cliniques, les procédures collectives et la fin du médecin héroïque pour donner la place à une recherche plus institutionnelle. Cette nouvelle culture politique, libérale donc, est axée sur la reconnaissance des droits des personnes stigmatisées, avec comme idéal de procédure l'explication du protocole médical et le consentement éclairé. La modernité thérapeutique d'État, c'est l'image du clinicien investi dans les recherches multicentriques et qui donc la joue collectif. Alors pourquoi c'est si important de parler de mouvement d'enclavement des institutions de la recherche et de désenclavement de la médecine ? Sans cette forme politique, on ne pourrait pas vraiment parler de charlatanisme, parce qu'on n'aurait pas vraiment de critères institutionnels, consensuels ou au moins reconnus, pour distinguer le spécialiste du franc-tireur dans la sphère publique. Et il y en a eu des affaires du sida, je peux pas vous faire une liste, on peut parler des sidatoriums, des associations quasiment sectes, le Patriarche, Brin d'Azur, avec une image du médecin gourou, encore des tests métaboliques sanguins du docteur Jurasunas, qui imitent la procédure des essais, et il y a aussi des médecins comme le docteur Miège qui défendent le malade jusque dans l'illégalité, voire le redirigent vers des médecins homéopathes. Donc l'enclavement des institutions de la science, elle répond à ça finalement. Elle est incarnée par la diffusion, donc on l'a dit, du système de peer review, de la contrôle par les pairs, dans les revues, qui est une réponse à cette transformation de l'espace public qui voit arriver des tireurs d'alarme, du militantisme scientifique, des avocats scientifiques d'une cause, donc de nouveaux rôles. Il faut de leur part, assurer la responsabilité politique du chercheur en contexte durable d'incertitude et de controverse. La montée de l'option de l'enclavement, donc l'autonomie de la science, se fait par des institutions face à une situation d'urgence. Cette défense de l'enclavement se retrouve même chez certains sociologues, donc de la première génération, d'après Nicolas Daudier, comme Michel Pollack, ou comme dans un article de Patrick Champagne et Dominique Marchetti, publié en 1994. Bon, c'est bien un double mouvement. L'enclavement de la science s'accompagne d'un désenclavement des institutions médicales. On a parlé du déclin de la légitimité héroïque du médecin pionnier seul. Elle est incarnée par la felleur Daniel Zaguri, qui va expérimenter un médicament non autorisé au Zaïre, et sur lui-même d'ailleurs, et qu'une situation qui est révélée dans le journal Le Monde par le journaliste Franck Nouchy. Donc pour citer l'auteur, je parle pas de journaliste mais de Nicolas Daudier, le désenclavement des institutions médicales s'est lui-même nourri de la lutte contre la dissidence et a contribué en retour à renforcer cette lutte. L'offensive contre le charlatanisme est menée par la direction de la pharmacie, la DDASS, les médecins de la première génération, puis les journalistes, et puis après 91 même les associations, ACT UP, AID.
Avec la participation active des associations, le modèle réglementaire de l'éthique s'est largement imposé dans le cadre du sida contre le modèle de la conscience éthique individuelle. Ce double mouvement, ce que Daudy appelle l'option moderne libérale, elle est contestée, notamment par des lanceurs d'alerte comme Jacques Leibovitch ou dans les journaux comme le Journal du Sida. L'option moderne libérale, donc, on a dit, elle est définie par l'idée que la science, enclavée, doit diffuser un avis collectif et unifié pour faire prévaloir la raison auprès du public et des malades. Or, comme on l'a vu, les essais cliniques, c'est surtout des procédures négociées avec des amendements pour permettre aux malades d'en sortir et aux médecins d'y envoyer leurs patients pour avoir accès aux molécules. C'est dans ce cadre que naissent les instances de la modernité thérapeutique, les revues scientifiques avec des revues de pairs en médecine, les comités d'éthique, puis en fait des comités mixtes avec des associations, des fonctionnaires, des médecins. Et il faut bien souligner que ces dispositifs institutionnalisés comme ils le sont aujourd'hui n'existaient pas avant. S'ils encadrent la recherche aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a eu une collectivisation de la médecine qui est passée par un ensemble de crises, et notamment la crainte de l'illibéralisme, avec il y a eu toute une affaire autour par exemple d'une intervention de Jean-Marie Le Pen sur les sidatoriums, et puis les procès des pontes comme Luc Montagnier, Ruffier-Escande, Didier Jaïl. Le dernier aspect de cette modernité thérapeutique, c'est la question du capitalisme pharmaceutique. Ce capitalisme est soupçonné de favoriser le marché américain ou de garder des médicaments en réserve pour souscrire aux critères de mise sur le marché ou pour faire monter les prix. La crise des antiprotéases, donc le ritonavir de Abbott et l'indinavir de Merck, porte sur cette thèse de la pénurie, et elle s'apaise progressivement à partir de 97-98. À partir de 95-96, pour vous donner un aperçu, apparaissent les trithérapies qui combinent par exemple l'AZT, Rétrovir, des 87, le DD1, Vitex, des 92, et le DDC, Ivide, des 94, et la combinaison elle est généralisée à partir de 95, et on voit ajouter dans les années suivantes le D4T, Zérit, le 3TC, et Pivir. Au départ, moi-même, j'ai pas cru. Je me suis dit, ça va pas marcher, encore un truc qui va pas marcher. Je sais pas si c'est le contexte de finalement plus d'une décennie à vivre avec ce virus, entre guillemets, à différents niveaux, les patients eux-mêmes et nous à un autre niveau, on finit par être pessimiste quelque part, parce que on a vu tellement de personnes partir. Donc dans ce contexte, les associations, légitimement, elles craignent une démobilisation, une remédicalisation du sida. Le SIDAction 94, il est un succès dans un contexte de marasme thérapeutique, donc on n'a pas de médicaments, ou plutôt on doute sur tout, il y a de l'incertitude, et pourtant il exclut les associations d'hémophiles et de transfusés, et il met tout ce qui peut être controversé, donc les toxicomanes, les prostituées, les prisonniers, à la télé, mais dans la nuit. Le SIDAction 96, par contre, il décline avec un scandale où Christophe Marté prend à part le ministre Philippe d'Austerblasi pour l'expulsion d'immigrés malades du sida. Et par contre, le SIDAction 98, c'est un désastre, et là, c'est littéralement les associations qui sont forcées à la restructuration. Une partie des militants s'en vont, on parle de burn-out militant, d'autres réinvestissent les organisations dans des causes de la démocratie sanitaire, donc il peut s'agir des soins palliatifs, la fin de vie, les états généraux de la santé, voire dans la question sociale même, donc le logement, l'immigration. Avant l'élection de 97, même ACT UP va lancer une tribune qui est « Nous sommes la gauche ». Le collectif TRT5 va s'engager sur la voie de l'observance des procédures et la défense des exclus du progrès, en particulier dans les pays du Sud. Donc, pour conclure, et en citant Barbeau, l'activisme thérapeutique n'a donc pas été une simple parenthèse, il s'est inscrit dans la durée en se recomposant autour de nouveaux enjeux. Les deux transformations que nous avons vues, et qu'il s'agira de nuancer et d'historiciser dans les prochaines vidéos, c'est la diffusion des associations de malades sous plusieurs modes et la transformation de la forme politique de la santé, de l'espace public même, avec un renforcement de la science comme gardienne de cet espace et un déclin de l'autonomie du champ médical, le tout relativisé par les compromis sur les procédures de mise sur le marché. Les deux transformations que nous avons vues et qu'il s'agira de nuancer et d'historiciser dans les prochaines vidéos, c'est la diffusion des associations de malades sous plusieurs modes et la transformation de la forme politique de la santé, de l'espace public même, avec un renforcement de la science qui devient la gardienne de cet espace et un déclin de l'autonomie du champ médical, le tout relativisé par des compromis sur les procédures de mise sur le marché. Toutefois, c'est une situation particulière, un moment historique particulier avec un VIH, donc qui, contrairement à certaines maladies, permet pendant un certain temps aux malades de s'investir dans les associations, et aussi un contexte d'incertitude et d'urgence qui a poussé l'État à coopérer.
Et donc on peut déjà identifier plusieurs limites à ces analyses qui réduisent l'apparition de la modernité thérapeutique à des débats en mettant un peu de côté la place des inégalités sociales de santé et les appartenances de classe, de genre, d'ethnie, quoique c'est un peu mentionné, des militants. Par contre, ces enquêtes, elles ont une vraie valeur heuristique parce qu'elles nous donnent des concepts et des modèles à répliquer avec d'autres cas, et ce sont ces questions que nous continuerons à aborder dans les prochaines vidéos.